Alors cette première diapo, elle est issue de la préparation de cette plénière, où Pascal m'a rappelé les différences entre les mots et l'importance de l'implicite sémantique. Donc lorsqu'un patient présente un trouble, en général, il consulte son médecin généraliste, premier recours, et ça devient une plainte. Et s'il l'exprime, ça devient un symptôme. Ce symptôme, s'il appartient à une entité nosologique connue, en quelques secondes, compte tenu de votre archétype expérientiel, vous le rajoutez, vous le raccolez à une maladie et tout va bien. Brûlure en urinant, cystite. Et puis parfois, comme lundi avec l'interne, il y a une dame qui dit quand je sors de la douche, j'ai des picotements sur tout le corps. Ça dure 1 heure, ça fait 1 an, je ne vous en ai pas parlé. Là, c'est plus difficile à le raccrocher à quelque chose. Pourquoi une justification? Pourquoi parler de ces troubles? Souvent, les patients sont frustrés de leur prise en charge, du manque d'efficacité de ces traitements, et le tout peut constituer un fardeau. Vous connaissez ce concept développé dans la revue Exercer. Ça me permet de dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation, si ce n'est que je suis le directeur de la rédaction de cette revue et que je peux la citer. Ça peut arriver. Merci. Et puis, c'est une difficulté de prise en charge pour les médecins. Ça nous met souvent en échec, et on n'aime pas trop ça, l'échec. Et donc, du coup, c'est un risque de catégoriser ces patients en patients difficiles, pénibles, hard think, pour un autre article d'Exercer. Par ailleurs, vous savez qu'on justifie souvent par la prévalence, qui n'est pas toujours un bon argument, mais là, c'est quand même très fréquent, comme vous pouvez le voir. Les chiffres sont très variables, mais des patients qui expriment un symptôme en premier recours, il y en a quand même beaucoup, près d'1 sur 4. Ensuite, on a un problème qui est souvent clinique. Il peut y avoir un symptôme, mais il peut y avoir plusieurs symptômes. Ils peuvent persister, et j'espère que ceux de cette patiente ne persisteront pas, ou ils peuvent disparaître comme ils étaient venus. Souvent, quand même, on retrouve un niveau élevé d'anxiété pour sa santé chez ces patients, même s'ils ne le disent pas, nous, elle ne nous l'a pas dit, et une attention importante, voire exagérée à leur corps. La plupart du temps, il n'y a pas de substratum organique, et vous verrez, Pascal le reprendra, c'est bien ce qui gêne les médecins. Même quand il y en a un, ça n'explique pas l'ampleur du phénomène, et les traitements habituels ne fonctionnent pas. Alors, il y a des comorbidités anxieuses et dépressives, mais d'emblée, je vous dis que la littérature nous dit que pas plus que pour d'autres pathologies dites organiques. Et vous voyez mes 2 exemples, fibromyalgie et polyarthrite, même niveau d'anxiété. Syndrome du côlon irritable et maladie inflammatoire, même niveau d'anxiété. Donc on l'a vu, et nous, médecins de premier recours, on le sait, la sévérité est très variable. Cette patiente, elle est repartie avec son symptôme qu'on a bien écouté. Et je ne dirai pas trop comment on a fait parce que Pascal va vous le dire, mais voilà, et c'est un symptôme qui probablement sera spontanément résolutif. Mais on a aussi des patients qui ont des fibromyalgies très handicapantes ou d'autres maladies chroniques. Et là, on a besoin d'aide du 2e et du 3e recours. Est-ce que la littérature nous dit quels sont les facteurs prédictifs de sévérité et d'itinéraire complexe? Oui, un peu. Plus les patients ont des symptômes nombreux, de la multiplicité, plus ils sont à risque. On le redit, le niveau élevé d'anxiété pour sa santé, et ça paraît presque un truisme, mais il faut le dire, la mauvaise qualité de vie personnelle et professionnelle. Alors, on a un autre problème. Vous avez compris que j'essayais de faire une anaphore comme l'ancien président, avec les problèmes. Pour le médecin, le problème, c'est de nommer. Vous avez vu que j'ai volontairement changé le titre entre « Vous êtes venu à somatoforme » mais on est passé à « Médicalement inexpliqué » et « Symptômes somatiques fonctionnels ». On aurait pu en faire d'autres. Je laisserai à Pascal vous expliquer mieux le caractère protéiforme de la nosologie. Pour le médecin, pourquoi on nomme premier nominaliste, Guillaume d'Occam, on dit souvent, même si peut-être il n'était pas tellement nominaliste, mais en tout cas, on nomme pour transmettre souvent.
Et dans les séminaires de pédagogie, on le dit, c'est plus facile. La marguerite, elle nous sert à transmettre. Et puis on nomme pour un diagnostic. On aime bien quand il y a un diagnostic. Mais par exemple, le symptôme médicalement inexpliqué, dans la salle, on perçoit tout de suite la limite conceptuelle de ce mot, puisque inexpliqué, comment on va l'expliquer? Pour les patients, nommer, ça peut être reconnaître la souffrance, et ils en ont besoin. Alors, un des derniers termes, le syndrome de détresse corporelle, ça nomme bien la souffrance. Mais attention, il a un implicite, détresse égale psychologique. Et vous savez que vos patients, dès qu'on passe sur le côté psychologique, la plupart du temps, ils trouvent ça rarement acceptable. Et ils n'y vont pas, ou ils n'ouvrent pas la porte, ou ils mettent 2 ans pour y aller. Le problème, c'est aussi la crainte de se tromper, de se dire, mais finalement, moi, en sémiologie, je ne suis pas si bon que ça, pourtant j'ai eu un excellent enseignant, Pascal. Et du coup, l'eau chaude, là, sur le corps, qui picote partout, ça ne pourrait pas être un signe de leucémie ou un truc que j'ai loupé en hémato, parce que l'hémato, ce n'était pas si évident, j'en sais rien. Donc du coup, on doute. Et voilà. Alors, on va peut-être multiplier un peu les examens, les avis, les recours, et ça participe aussi au manque de reconnaissance et de légitimité. Une fois qu'on a fait tous ces examens, si jamais on dit « non, mais finalement, c'était rien ». Dans les études, quand on suit les patients qu'on a catégorisés en fonctionnel, il n'y a que 0,5% des diagnostics initiaux qui sont remis en question. Si on fait une réévaluation immédiate après l'avis du médecin, comme ça, et qu'on fait beaucoup d'examens, on monte à 8%. Tout ça est quand même faible et on voit qu'on fait le bon diagnostic. Bien sûr, vous le constatez dans vos cabinets, il y a des chevauchements. Le patient lombalgique chronique, cervicalgique chronique, il est bien à même de développer un symptôme somatique fonctionnel. Il y a aussi des chevauchements entre syndromes somatiques fonctionnels. Ne prenez pas peur sur cette belle diapositive en anglais qui essaie de nous dire un peu les facteurs étiologiques de ces symptômes. Alors voilà du français. Oui, il y a des facteurs prédisposants, mais il y a aussi des facteurs précipitants. Et puis, il y a des facteurs qui chronicisent et qui entretiennent. Vous voyez qu'une maladie ancienne ou une maladie actuelle peuvent être des facteurs prédisposants. S'il y a des questions, on parlera d'épigénétique, mais si on n'a pas, ça peut m'arranger. Mais par contre, on peut mettre un focus sur des choses comme des événements de vie, diraient les psychiatres, dans l'enfance ou actuelle, qui ne vont pas sortir lors de la première consultation, ni lors de la deuxième, ni lors de la troisième, malgré la médecine narrative, pour faire la suite à la précédente plénière, mais qui prennent du temps. Après, on a des sciences cognitives qui maintenant s'intéressent à ces symptômes et qui nous disent que peut-être le système nerveux central, il est bayésien et il fait des paris. Et que du coup, on construit notre environnement par paris, y compris l'état de notre corps. Et donc, vous comprenez que ces patients, ils feraient un mauvais pari, un pari qui dit que leur corps n'est pas en bonne santé. Il y avait des théories un peu plus connues aussi sur un excès de nociception. Tout ça, vous voyez qu'on peut rester au niveau du début, avec un symptôme qui va disparaître, ou se chroniciser, aller jusqu'au handicap. Bien sûr, la prise en charge, ça, c'est un vrai problème. Et je ne vais pas vous dire grand-chose là-dessus, mais peut-être, comme Christian Gazarossian a parlé de Descartes, sa faculté, éviter le piège dualiste de Descartes et trop séparer le soma et la psyché, et bien penser que ce n'est pas une réaction psychique à des symptômes physiques, ni une dépression cachée, comme on a tendance à faire le raccourci. C'est compliqué la prise en charge, il faut prendre au sérieux les symptômes, mais on a dit qu'il fallait éviter les investigations trop nombreuses, parce qu'elles focalisent l'attention du patient et du médecin sur les maladies organiques, et elles peuvent, une causalité circulaire, créer les symptômes ou les entretenir. La piste, bien sûr, c'est l'approche globale, centrée sur le patient, la communication. Il y a pas mal d'études qui disent que les psychiatres et thérapeutes sont meilleurs que nous pour ça.
Et on a parté, juste avant la plénière, on discutait avec Vincent Renard, qui nous disait qu'on avait des progrès à faire là-dessus, nous généralistes, même si on était très centré patient et qu'on connaissait l'approche globale. Et je crois qu'il a raison. Par ailleurs, on est obligé d'en faire parce que les patients, on l'a dit, mais quand on les envoie chez le psychologue non remboursé ou chez le psychiatre, ils ne sont pas toujours d'accord. Je vous remercie pour votre attention.